France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 7 mars avec cette question du jour aujourd'hui, l'ONU réclame une enquête sur l'usage excessif de la force par la police durant les manifestations des Gilets jaunes. La France doit-elle être condamnée selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Nous en parlons dans quelques minutes avec vous et avec Yasser Louati et Gamal Abina. Camp de concentration en Chine après le Tibet, les musulmans ouïghours. C'est la vie tranchée, le titre de la vie tranchée de Yasser Louati tout à l'heure après 17h. Direct depuis Alger avec Amina Lakri, à la veille d'une grande manifestation dans le pays où les avocats sont sortis aujourd'hui et ont forcé l'accès au Conseil constitutionnel. Amina Lakri pour échanger avec vous au 01 40 33 9000 tout à l'heure. Info zappé, le zapping et le grand débat en fin d'émission. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre, c'est parti pour votre LGF, le grand forum, votre rendez-vous quotidien comme chaque jour de 16h à 18h. Jusque 18h, oui, en ce jeudi, nous sommes le 7 mars et pour nous accompagner aujourd'hui, monsieur Yasser Louati, comment ça va Yass? Très bien et toi Christophe? Oui, comme un lendemain de défaite, ça va. Gamal Amina, bonjour Gamal. Bonjour. Non, je vais la placer celle-là, je vais quand même la placer. Comme on disait chez nous, c'est depuis ici c'est Paris, on est passé à ici c'est fini. Non, c'est pas fini, jamais on éteindra les lames d'un club. Oui, mais tant qu'il y aura de l'argent qatari, pourquoi pas? Oui. Ce sera pas grâce au foot. Qatar ou pas Qatar, Paris restera magique à vie. Voilà. Ouais, continue de rêver. Ouais, je rêve, on rêve. Non mais c'est vrai qu'hier soir on a pris un sérieux coup de masse sur la tête. Même moi j'y ai cru, et pourtant. La seule fois où j'ai cru au PSG, j'ai été déçu. Voilà, bah oui, Manchester, c'est la Manchester Tada, ou la Ontada, ce que vous voulez en fait. Voilà. Non, le PSG est fidèle à lui-même, c'est pas une équipe qui est cohérente, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas de cohésion de groupe. Bon, on va passer au sujet du jour, hein? Ça vous dérange pas? Passons à autre chose. Allez. On va passer du côté de l'ONU, tiens. La France est dans le viseur de l'ONU. Ouais. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours. Et nous demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. Dans son rapport, la haut-commissaire de l'ONU semble viser les nombreuses blessures dues au LBD, ces lanceurs de balles de défense. Ça montre la gravité de ce qui est fait aujourd'hui, de la répression. Nous parlons et nous avons assumé de dire qu'il y a une dérive autoritaire dans ce pays. Il faut, je le dis néanmoins, s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste entre le Venezuela et Haïti où il y a eu des morts. Je le rappelle, où il y a eu des morts nombreux. Ça a déjà été le cas il y a quelques semaines. L'ONU nous disait qu'il fallait abroger la loi sur la burqa au motif qu'elle était prétendument contraire aux droits de l'homme, etc. Voilà. Donc que l'ONU s'occupe de la paix dans le monde, il y a du boulot. Ce comité Théodule doit s'occuper de lui-même et pas de nos affaires. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Ce commissaire aux droits de l'homme, il peut dire ce Michel Bachelet en l'occurrence. Oui, mais d'accord, mais c'est quelqu'un sans doute de très respectable, mais pardon. Quand l'ONU, quand le Conseil de l'Europe dénonce ces violences de quelques-uns qui ne sont pas l'ensemble du corps de la police, c'est M. Castaner qui est visé directement. Pardon de le dire comme ça, mais on n'a pas attendu le haut-commissaire de l'ONU pour faire toute la lumière sur l'ensemble des faits dès lors qu'il y a des plaintes et dès lors que nous considérons qu'il faut évidemment faire la lumière et faire toute la transparence sur l'ensemble des faits. C'est Édouard Philippe, le Premier ministre évidemment, qui s'exprimait donc sur la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet, qui a réclamé hier à la France une enquête approfondie sur les violences policières qui se seraient produites pendant les manifestations des Gilets jaunes. Je propose d'écouter maintenant la réaction du député de La République En Marche, donc le parti présidentiel, Jean-Baptiste Djebari, qui réagit donc à cette demande de l'ONU. Écoutez ce qu'il en dit. L'ONU ne réclame pas une enquête, mais dans un rapport assez volumineux, elle pointe deux occurrences pour lesquelles la France, effectivement, à ses yeux, n'a pas respecté certaines recommandations. C'est pas la première fois d'ailleurs que l'ONU recommande des choses à la France. En revanche, ce qu'a dit Christophe Castaner, je suis assez en ligne avec lui, c'est que de pointer certains excès prétendus de la France au milieu du Venezuela ou d'Haïti ou d'autres pays qui ont subi des violences pour le coup populaires qui ont fait plusieurs dizaines de morts, c'est 41 personnes tuées en Haïti par exemple, ça paraît tout à fait excessif. Et donc la France accueille le rapport de l'ONU et le lit avec attention, mais les comparaisons paraissent quand même aujourd'hui un petit peu hors de proportion. Voilà pour ce qui est en tout cas du député de La République En Marche, Jean-Baptiste Djebari.
Et sur BFM TV, donc le Premier ministre Édouard Philippe a rejeté donc hier cette enquête, affirmant que la justice française était déjà engagée pour faire la lumière sur des actes de violence. 162 enquêtes ont été lancées par l'inspection générale de la police nationale. Alors c'est vrai qu'on peut s'étonner que bien les politiques soient étonnés. Du coup, moi j'aimerais rappeler quand même, messieurs, qu'aujourd'hui on a des manifestations massives en Algérie avec des millions de personnes dans les rues. Pas un drame. Absolument. Aujourd'hui, vous avez des gilets jaunes dans Paris où le nombre se baisse de semaine en semaine selon les chiffres du ministère. Vous avez jusqu'alors 20 éborgnés, des gens qui ont la main arrachée, des blessés graves. Des enfants, des vieillards. Des femmes qui ont été... Un couple qui a été matraqué, un député de la République, un député de la France Insoumise qui a été matraqué la semaine dernière. Voilà, donc... alors c'est vrai que la France a un peu de mal à accepter d'être au milieu de Haïti et de je ne sais quel pays. Mais alors messieurs, sur le fait, et la question elle est précise aujourd'hui, l'ONU qui réclame donc une enquête sur l'usage excessif de la force par la police durant les manifestations des Gilets jaunes, la France doit-elle être condamnée une bonne fois pour toutes, Yasser Louati ? D'abord, il faut quand même noter la nervosité avec laquelle le gouvernement a réagi et encore une fois, le comportement d'État voyou qui transpire dans les déclarations des uns et des autres. Là, quand on écoute les porte-paroles du gouvernement, on a vraiment l'impression d'écouter des officiels israéliens qui rabattent en brèche les crimes commis en Palestine parce que l'ONU les dénonce. Le problème, c'est que ce comportement-là est hautement problématique parce que sur la durée, d'autres régimes dictatoriaux diront mais puisque la France l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Ouais. Et ce mépris exprimé envers l'ONU, lui-même pourrait affaiblir l'ONU lorsqu'une nouvelle crise surgira en Palestine ou au Yémen ou ailleurs et qu'on dira, de toute façon, la France, lorsque l'ONU l'a interpellé, a tout refusé d'écouter. Maintenant, l'autre point, c'est que si vraiment la justice fait son travail, pourquoi est-ce que Castaner dit « je ne connais aucun policier qui a agressé un gilet jaune » Pourquoi est-ce que le témoignage influe aussi bien sur les radios que sur les chaînes télévision pour montrer les blessures qu'ils ont subies? Là, on est véritablement face à une impunité policière. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui pose problème, encore une fois, c'est le chèque en blanc qui est donné par la police. Ma seule interprétation, c'est que pour le régime Macron actuellement, encore une fois, sa dernière ligne entre lui et le peuple reste la police. D'où cette impunité. Est-ce que la France doit-elle être condamnée, Gamal? On rappelle d'ailleurs que la France est un des seuls pays en Europe à encore utiliser ce type d'armes. Pas un des seuls, c'est le seul. Les LBD 40. C'est le seul pays, il n'y en a pas d'autres. Ouais. Mais ce qui est intéressant, d'abord, c'est une arme, on tire sur les gens, il ne faut jamais l'oublier. Et la comparaison avec la Palestine est intéressante parce que là-bas, ils tirent avec des balles en caoutchouc. Ici, c'est des petites boules, soi-disant, qui sont inoffensives, mais c'est très dangereux. Moi, j'ai entendu les différentes interprétations de ce qui a été cité par l'ONU. Le problème, c'est qu'ils disent qu'on les compare, et c'est pas le cas de l'ONU, ils ne comparent personne, au Venezuela ou à d'autres pays du Sud qui sont des pays qui ne sont pas forcément très démocratiques. Ouais. Haïti, oui. Ouais. Donc on parle de pays misérables qui ne se sont pas vantés d'être des pays de droits de l'homme, et surtout, ce qui fait rigoler quand même, c'est quand même assez amusant. Je rappelle, j'aime bien revenir sur l'histoire. Le 17 octobre 61, les 300 Algériens sont jetés dans la Seine, assassinés par la police française républicaine. Sous les ordres de Papon. Sous les ordres de Papon, qui était sous les ordres de Gaulle. N'oublions jamais que de Gaulle était aussi le commanditaire. Eh bien, quand on tue 300 Algériens sous les yeux de la population parisienne, à la Seine, et qu'on les tue sans que le moindre des policiers qui a assassiné ces Algériens, ils étaient nombreux, n'ait jamais été poursuivi en vertu du fait qu'il y a eu des accords d'Évian, on oublie gentiment que la police à ce moment-là était capable d'assassiner des citoyens qui étaient devenus français depuis 58. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tant qu'on tape sur des Noirs et des Arabes dans les banlieues, ça posait pas de problème. La police n'était pas forcément violente, puisqu'en face, c'est les barbares. C'est ce que donnait le sentiment des médias en général. Et là, on se rend compte que la police est capable, à nouveau, comme elle a déjà fait il y a longtemps, c'est la peur du gendarme, de taper sur sa propre population européenne. Et ça fait pas plaisir aux autorités françaises, parce qu'évidemment, c'est un mouvement populaire qui est un mouvement social, essentiellement social, qui est réprimé parce que l'autorité de l'État n'est plus en mesure de répondre à des questions sociales compte tenu des comptes ultra déficitaires de l'État. Donc, c'est une chose. Et la seconde chose, au nom de quoi cette arrogance française s'autorise-t-elle à critiquer ce qu'elle prétend avoir fondé, l'ONU? Au nom de quoi l'arrogance de ce pays s'autorise-t-elle à dire
et remettre en cause les enquêtes internationales? La réponse est simple, c'est que le citoyen français, lambda, européen, noir ou arabe, on met tout dans le même sac, n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir obtenir de la part de la police des polices la moindre condamnation. La seule condamnation qui a été faite ces dernières années, c'est 6 mois de prison avec sursis d'un fonctionnaire de police qui a assassiné le frère de Amal Bentounsi. C'est la seule condamnation sérieuse. Donc à partir du moment où la police n'est jamais condamnée et que le sentiment général, c'est de dire que les policiers sont tous des anges qui n'ont jamais rien à se reprocher, on a le sentiment que la police est parfaite et que la population n'est pas bonne. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, parce que ça a fait l'objet d'aucune médiatisation, ce qui s'est passé à Grenoble avec ces 2 jeunes qui sont morts le week-end dernier. D'ailleurs, il y a des émeutes de colère, bien sûr, dans les quartiers de Grenoble. Il y a une marche blanche hier. En fait, c'était 2 jeunes qui étaient sur un scooter volé, sans casque, et qui étaient poursuivis par la police. Ils ont percuté un autocar et ils sont morts sur le coup. Donc, ce sont deux jeunes qui sont morts, encore une fois, suite à ce qui apparaît, encore une fois, d'une bavure policière. Et ce qui est particulier, c'est que personne n'en parle. Aucune image à la télé. Bah si, il y a eu un débat. Ouais. C'était écœurant. J'ai vu un débat absolument infâme sur une télévision. Je suis passé rapidement chez mes parents parce que j'ai pas la télé, donc j'ai eu l'occasion de voir cette horreur. Dans les grandes gueules, où 2 intervenants des grandes gueules, une d'origine algérienne, j'ai pas retenu son nom parce qu'elle est complètement inintéressante, et un d'origine semble-t-il antillaise, se sont autorisés à dire que ces petits jeunes avaient tort d'être des délinquants et que finalement, s'il pouvait y avoir une mort, c'est peut-être de leur faute. C'est-à-dire que le petit jeune, il a choisi la mort, semble-t-il, et que c'est pas de la faute du policier, pauvre victime expiatoire qui est toujours montrée du doigt. Et ça, c'était un débat qui était intolérable parce qu'on a bien le sentiment que effectivement ils essentialisent le jeune, c'est forcément un jeune délinquant voleur. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas le dossier, mais ils ont eu cette position absolument intolérable. Mais quand bien même, il serait, et apparemment c'est ce qui est la version officielle, donc sur un scooter volé sans casque. Est-ce que ça mérite la mort? Jamais. Voilà. Pas en démocratie du moins. Voilà, pas ici en tout cas. 01 40 33 9000, est-ce que la France doit-elle être condamnée suite à cette demande de l'ONU? Eh bien vous répondez, vous êtes oui à 85% sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter. Sur Facebook, France Maghreb 2, là vous êtes 83% et vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. J'ai l'impression que ce sujet revient sur la table régulièrement, Yasser, parce que on se souvient évidemment des émeutes en 2005, mais on peut même remonter beaucoup plus loin en arrière. Les bavures policières, c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est un système. C'est un système. Absolument. Oui. Parce qu'une bavure, ça arrive de temps en temps. Là, c'est récurrent, c'est régulier et en plus, c'est impuni. Donc forcément, c'est que non seulement il y a le problème du recrutement des policiers, quels sont les cas sociaux qu'on recrute, des personnes qui ont vraiment des troubles du comportement, des troubles psychologiques, voire des racistes et suprémacistes blancs, la formation qui est octroyée, en gros, il faut taper et après on pose des questions. L'autre point, c'est aussi l'impunité et bien entendu la communication politique qui est à faire des policiers et des anges au service de la République. Donc non, nous sommes véritablement dans un État où la police joue un rôle central. On ne peut pas dire que la police est un État dans l'État. Et le jour où cette police sera remise en question, croyez-moi, les poules auront des dents. D'ailleurs, j'aime à rappeler quand même qu'en pleine révolution tunisienne en 2011, la ministre Michel Alliot-Marie avait proposé son aide en matière de matage du peuple. Avec l'expertise française, absolument, l'expertise française. Voilà, Michel Alliot-Marie, à l'époque, était ministre des Affaires étrangères. Nous apprécions le fait qu'elle soit poursuivie aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Et encore une fois, il est bon de rappeler, très important, de dire qu'aujourd'hui, en Algérie, un pays à qui on aime bien donner des leçons de démocratie, en Algérie, il y a des millions de personnes dans les rues et il n'y a aucun problème. Voilà. Absolument. Samir est avec nous. Salut, Samir. Salut Christophe, bonjour à tous et à tous. Merci. Tu nous appelles d'où, Samir? De Amiens. De Amiens, dans la Somme. Alors on t'écoute sur cette condamnation de la France. Est-ce qu'elle doit être condamnée? Quelle est ta vision sur ces violences quand même, qui sont nombreuses? Bon, alors moi, j'aimerais juste faire une petite remontée là. Pour moi, ceux qui critiquent la France à longueur de journée, oui, ça va pas, la France ne le retient pas. Il n'a qu'à quitter la France. Hein. Mais pourquoi vous dites ça, Samir? On critique ce qu'on aime, vous savez ça, non? La même chose. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais tu vas aller où, tu vas aller où, Samir? Te demande Yasser. Ah s'il voit que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs, qui va ailleurs, dans ce cas-là. Il est toujours là à parler de la France.
Mais il a oublié que c'est la France qui l'a éduqué. Hein. Oh là là, quelle horreur. La France n'a éduqué personne. La France, on paye les services par les impôts. La TVA toute l'année. Donc on ne dit pas merci sur ce qu'on a payé. Merci, c'est gentil, mais on va pas aller là-dedans. Non, mais bon, il ne faut pas cracher dans la soupe, monsieur Loisy. Les personnes crachent dans la soupe, Samir. Attendez, on a le droit de critiquer. Non, mais excuse-moi, mais si lui se sent étranger chez lui, c'est son problème. Il ne peut pas dire que tout le monde doit l'être aussi. Si vous voulez partir, Samir, allez-y, mais ne dites pas aux gens qui sont ici chez eux depuis plusieurs générations, qui payent leurs impôts et en retour ont des services publics, doivent à leur tour partir. Bien sûr. Vous avez demandé à Jean-Michel qui est blanc de partir lui aussi? Non, mais moi je dis, chacun, qu'il soit citoyen étranger ou français, ou binational, s'il n'est pas content, dans ce cas-là, qu'il quitte la France. Comme a dit Marine Le Pen. Comme a dit Marine Le Pen. Ouais, exactement. Bravo. Merci mon Samir. Bon, bravo. Il est temps que tu te reprennes un peu, mon vieux. Monji de Marseille, salut Monji. C'est ça la démocratie, les gars. Attendez. Salut Monji. Il est sérieux le mec là qui vient de parler. C'est la démocratie, c'est le peuple qui s'exprime. Il a s'exprimer là-dessus. Après, il faut de tout pour faire un monde, qu'on passe à passer, c'est pour se rappeler mal. Ouais. Bon, Monji, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je voulais juste dire que la France, évidemment, doit être condamnée, mais pas pour par rapport à la LPD, c'est plutôt, moi, ce qui m'a fait rire, en fait, c'est que quand Grévon, il vient me dire, c'est pas normal, c'est injuste qu'on le met avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et c'est vous, c'est vos amis. Quand vous êtes étonné, vous les armées, c'est ces dictatures là. Quand vous êtes étonné que vous soyez mis avec vos amis l'Égypte et l'Arabie Saoudite, vous êtes à votre place, c'est tout simplement. Et je pense qu'être condamné par l'ONU, surtout pour la France-Afrique, et pour tout le mal, tous les armes qu'elle a vendues, toutes les guerres qu'elle a. Je regardais en 2018, le seul excédent de l'économie française, c'est l'industrie d'armement, c'est tout. Le reste, c'était déficitaire. Monji, il y a un événement samedi à Marseille, mon vieux. Oui, c'est un grand événement. J'aurai l'honneur de recevoir l'inénarrable monsieur Yasser El-Ouati, président du CGL. Voilà. Et surtout après des fêtes de Paris, non mais ça, arrête Monji, arrête, Monji, arrêtez, laissez-moi faire mon deuil tranquille. Mais, soyons sérieux les gars. Et après il parlera beaucoup mieux de l'événement, mais surtout je rappelle quand même qu'on a toute la semaine, j'ai passé ma semaine à se battre, parce qu'on a tout fait pour censurer notre événement. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Malheureusement pour nous. Heureusement, pas malheureusement. Ouais. Et il faudrait absolument que ce soit très vigilant et que ce soit très nombreux à l'Alhambra, à rue de Léon, pour prendre un métro pour la ville, après le B, si vous voulez, c'est les gens qui viennent en transport, quoi. Mais il faut absolument venir, quoi. Parce que la préfecture a tout fait. En plus, à la barbouze, quoi, au coup de fil, pour nous interdire. Ouais. Voilà. Merci Monji, à bientôt. Samedi, Yasser, t'es à Marseille. Samedi à Marseille, on va parler justement des solidarités face aux dominations. Donc bien sûr le Front National, la préfecture ont voulu faire annuler l'événement. Donc on a eu un changement de salle. Aujourd'hui ça sera au 221 rue de Lyon à Marseille. Donc j'interviendrai avec Abdelaziz Chambi, président de la CRI, coordination contre le racisme et l'islamophobie. Le but maintenant ce serait de trouver les pistes de travail localement ou à l'échelle nationale sur comment lutter plus efficacement, non seulement sur l'islamophobie qui est en première ligne aujourd'hui, mais aussi toutes les différentes dominations pour que se créent des réseaux de solidarité et de lutte commune. C'est samedi donc à 16h, c'est ça? Entre 16h et 19h, il y aura aussi un documentaire qui sera projeté. Et j'invite chacun dans la région de Marseille, Aix, Toulon et même Nice de venir nous rejoindre. Ça fait loin Nice. Il peut toujours venir. Oui, bien sûr. Bon, vu de Paris, Nice, Marseille, c'est pas loin. Oui, bon, 2 heures de train, je crois. Bon, c'est rien. Oui, c'est rien. Samedi, donc soyez là. Et la radio soutient d'ailleurs, je crois. France Maghreb. Oui, France Maghreb est partenaire de l'événement. D'ailleurs, je remercie Tariq Mami qui a apporté son soutien. Et l'événement de Marseille de samedi sera le premier. Le deuxième sera à Bordeaux la semaine suivante, toujours sur établir un front commun de lutte contre l'islamophobie, mais aussi toutes les dominations qui minent le pays aujourd'hui. Et tu passes par Lyon aussi, non ?
Alors, je pensais que c'était à Lyon, en fait c'est à Bordeaux. Ah d'accord, Ouais. ok. Donc c'est notre ami Chebeki qui va être déçu. Bon, très bien. Donc samedi 16h sur Marseille. Donc rappelle-nous l'adresse Au Des Marseillais, 221 rue de Lyon. 200, c'est facile. 221 rue de Lyon à Marseille, samedi à 16h pour venir rencontrer notre ami Yasser Louati et participer à cette conférence donc avec Abdelaziz Chambi du CRI. Méziane. Oui, allô, salam alaikum. Salut Méziane. Bonjour à tous. Bonjour monsieur Méziane. Merci. Voilà, moi d'abord il m'a fait rigoler Samir là. Ouais. Mais on est chez nous. Il va nous envoyer dans quel pays il veut nous envoyer? Bah oui, apparemment il avait envie de t'envoyer en exil là-bas. Non, mais je le comprends en même temps, d'une certaine façon. Il en a marre, quoi. Oui, je le comprends. Mais bon, lui, il n'a qu'à partir s'il veut pas nous voir. Le problème c'est que lui il veut rester et envoyer les autres. C'est ça qui pose problème. Non, on va inverser le... Non, mais c'est une équation vicieuse et impossible. Moi, je crois qu'on est parti pour une guerre de 100 ans. Oula. Parce que l'assimilation, c'est quelque chose de... pas possible. Pourquoi? Parce que la culture musulmane, islamique, qu'on soit pratiquant ou pas d'ailleurs, on ne peut pas enlever la culture à quelqu'un, parce que c'est quelque chose de fondamental. Et puis l'Europe, la France en particulier, avec le rapport qu'elle a eu avec la colonisation et tout ça, d'une certaine manière, on devrait, par rapport à eux, aux Français, pas tous, mais pour certains qui dirigent, on devrait prendre le profil bas. Le profil bas, c'est-à-dire éventuellement s'assimiler. Et l'assimilation, c'est perdre sa culture et son identité. Et le problème, c'est que nous, les gens de culture musulmane, qu'on soit pratiquants ou pas, on a une culture, et la culture, c'est quelque chose de transmissible par la famille, et ça peut pas se faire, c'est impossible. C'est impossible. Donc ça sera une guerre de 100 ans. Autant comment on appelle ça, les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Espagnols, tous ces gens-là, ils ont une racine commune qui est le christianisme. Qu'ils soient pratiquants ou pas, mais il y a une culture. Et nous avons une autre culture qui est vraiment différente, mais elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. Personnellement, moi, je l'ai vécu quand ma fille était petite, à l'école. Un jour, j'emmène ma fille parce qu'il y avait un voyage avec l'école, une classe verte, et il y avait des autocars et tout ça, et puis ma fille monte dans l'autocar, et puis les vitres étaient fumées, je voyais pas où elle était installée, et puis il y a une dame à côté de moi, une Française de souche, elle me dit, votre fille, elle est copine avec ma fille, elle est juste à côté d'elle, regardez, elle est là. Ah, je dis, ah oui, d'accord, c'est des copines. Elle me dit, oui, et puis d'ailleurs, quand elle va avoir 16-17 ans, elles iront en boîte ensemble. Je lui ai dit, non, moi, ma fille, elle ira pas en boîte. Ah oui, non. Et puis, depuis ce jour-là, elle m'a plus jamais parlé. Ah bah voilà, écoute, t'es un rétrograde, mon vieux Méziane. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais culturellement, non, mais je critique pas, chacun a sa culture. Oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui est... Donc, l'assimilation, ça veut dire, si tu bois l'alcool, si tu manges du porc, si ta fille fréquente des garçons et puis qu'elle prend la pilule et ainsi de suite, t'es assimilé. Et ça, c'est quand même, c'est quelque chose de, tu sais, ça touche à quelque chose de fondamental. Et pour s'assimiler, c'est renier son identité et puis son éducation. Merci Méziane. Bon, pour nous avoir fait partager en tout cas cette expérience avec ta fille effectivement. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler et pour répondre à cette question. Est-ce que la France doit-elle être condamnée selon vous au vu de ce rapport de l'ONU et de cette demande de l'ONU donc d'enquêter sur les violences excessives donc de la police française durant les manifestations des Gilets jaunes. 01 40 33 9000. C'est vrai que c'est un sujet qui te parle. Yasser, tu as travaillé beaucoup sur ce sujet-là. Oui, encore une fois, c'est que
qui est bien, c'est que l'ONU s'intéresse à la situation en France. C'est quand même une bonne chose. Je rappelle que la France passe son temps à sermonner différents régimes à travers le monde sur les droits humains, les libertés publiques, les droits des minorités, etc. Et quand on connaît la situation de l'islamophobie en France et la situation du racisme, des violences policières, de la surveillance de masse, etc., on sait très bien que la France n'a aucune leçon à donner. Mais encore une fois, c'est que si les mobilisations cessent sur la question des violences policières et si elles continuent à être morcelées entre gilets jaunes et la question des quartiers populaires, parce que, encore une fois, je reste très critique sur cette approche qui consiste à dire « Ah, maintenant on se rend compte que ce que les banlieues ont vécu, maintenant nous le vivons ». Non, il fallait se réveiller il y a des décennies. Maintenant la population blanche subit ce que les quartiers populaires subissent depuis plusieurs décennies. Il reste maintenant à faire pression sur l'ONU pour qu'ils se saisissent de la question et viennent enquêter en France, tout comme il a enquêté sur l'état d'urgence pour publier son rapport et dire que justement, on a institutionnalisé en France un état d'exception. Bon, alors je vous informe et vous rappelle que évidemment vous êtes bien sur France Maghreb 2, jusque-là tout va bien, et que dans un instant on va parler d'un autre sujet au travers d'un avis tranché signé Yasser Louati. On a les directions de la Chine. Après les Tibets, voici les Ouïghours dans les camps de concentration en Chine. Avis tranché donc à découvrir dans un instant sur France Maghreb 2. Un autre avis tranché sur l'Algérie tout à l'heure, avant Amina Lakri qui sera avec nous depuis Alger pour échanger avec nous et nous donner les dernières informations en provenance d'Alger. Est-ce que vous avez vu les vidéos de milliers d'Algériens qui ont envahi le standard de l'hôpital de Genève pour appeler donc l'hôpital concernant Bouteflika? Si vous les avez pas vus, www.francemaghreb2.fr, c'est hilarant et ça fait le buzz sur internet. Donc allez voir ces vidéos, www.francemaghreb2.fr. Et c'est pas que le standard qui a été pris d'assaut, leur Facebook, vraiment, il y a une même manifestation devant l'hôpital de Genève. Donc les avocats sont sortis ce matin et on fait un coup de force devant le Conseil constitutionnel. Ce matin, on est à la veille d'une énorme manifestation prévue demain dans toutes les villes d'Algérie. Oui, le peuple algérien manifeste et manifeste calmement et pacifiquement. À tout de suite sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000, c'est quand même mieux dessus. Jusque 18h avec vos appels en direct, bien sûr, avec dans un instant le zapping, les infos zappées. Tiens, dans les infos zappées, il y a du bon. Vous allez voir, vous allez pouvoir commenter tout cela avec nous. Et bien entendu, aussi dans le zapping avec, pas 4, mais 2 extraits, de clash qui se sont produits à la télé hier soir. Un qui concerne Nicolas Dupont-Aignan. Et puis l'autre, vous le verrez tout à l'heure, c'est Daniel Bono qui était l'invité de Pascal Pro et s'est frité avec lui hier sur CNews. Bon, alors pour l'heure, on va bien passer à l'avis tranché de notre ami Yasser Louati qui cette semaine, voilà, je vais y arriver, ne va pas se faire des ennemis. Enfin, du moins j'espère. À tout de suite. Voici. Non mais bon, en référence à la chronique de la semaine dernière qui a créé beaucoup de réactions. Voilà. Ça a créé un débat. Ça a créé un débat. Oui. Enfin, débat, ça dépend où. Hein. Mais bon. On a voulu m'intimider. Oui, voilà, c'est ça. Mais on n'intimide pas Yasser Louati. Exactement. Voilà, parce que Yasser Louati, comme on dit notre ami Gabal, les Algériens on les intimide pas, sauf que Yasser n'est pas algérien. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil, voilà. Je me suis embourbé là, à chercher un truc. Voilà, je me suis perdu là. Il y a quand même un commentaire qui est sur Facebook où disait il a quand même une tête de Bomédienne celui-là. Ah oui, c'est vrai, voilà. Ils ont pris le plus raisonnable en plus. Voilà, c'est ça. Oui, quoique. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Camp de concentration en Chine après le Tibet, les Ouïghours, Yasser Louati. Lorsqu'en 1949, Mao Tse-tung avait décidé d'annexer la région autonome du Turkestan oriental, il devait sûrement imaginer qu'il suffirait d'un bain de sang de quelques années pour que ce peuple musulman, turcophone, ayant sa propre histoire et culture ancestrale, finisse par se soumettre et accepter le joug du régime communiste chinois. Peu connaissent la suite, tant la Chine en a fait une zone de blackout totale. À l'image des politiques coloniales françaises en Algérie ou israéliennes en Palestine, le régime chinois avait entre 1950 et 1970 entrepris de faire du Turkestan oriental une colonie de peuplement en encourageant les ethnies fidèles au régime à occuper cette terre.
Comme pour l'Algérie sous l'occupation française et la Palestine actuellement sous l'occupation israélienne, les ressources de la terre sont mises à disposition des colons et les discriminations raciales sont la norme. Comme avec toute entreprise coloniale, les meilleures terres agricoles sont offertes aux colons, les meilleurs emplois leur sont garantis et, drôle de hasard, un tiers de ces colons, dont la plupart sont issus de l'ethnie des Han, occupent des emplois dans l'armée ou la police. Cette occupation du Turkestan oriental n'est pas un hasard. Certes coûteuse, la tentative d'épuration ethnique entreprise par la Chine s'explique par la position stratégique de la région. De la richesse de son sous-sol en pétrole, gaz et charbon, mais aussi parce que le Xinjiang, tel que les Chinois l'appellent, est la porte de la Chine sur l'Asie centrale et l'Europe, il faut absolument maintenir sous contrôle la région. Plusieurs décennies et d'innombrables crimes après l'invasion lancée par Mao, le peuple ouïghour, lui, continue de refuser la dictature chinoise au point que le régime n'hésite plus à intimider les Ouïghours où qu'ils se trouvent, dans les pays voisins, mais aussi en Europe et encore aux États-Unis. Rares sont ceux qui prennent la parole et ceux qui le font doivent faire face à l'abject chantage du régime chinois qui s'en prend à leurs familles sur place. En d'autres termes, des prises d'otages avec les familles sur place. À l'heure où je vous parle, près d'1 million de Ouïghours sont enfermés dans des camps de concentration que le régime chinois surnomme, ouvrez les guillemets, camps de rééducation. Non, ceci n'est pas une blague. Soutenus par l'Arabie Saoudite, drôle de hasard, et ignorés par la communauté internationale, ces camps de concentration devraient en horrifier plus d'un. Et c'est ce qui se passe avec la campagne lancée par la Française d'origine ouïghour Gulnour Aitwaji, qui a lancé un appel pour que sa mère, comme le million d'autres Ouïghours, soit libérée des camps. Son témoignage est un des rares que nous avons ici en France, et je vous le lis. Ma mère a été appelée par son ex-patron en Chine en novembre 2016 pour signer les soi-disant documents de sa demande de retraite. Après une semaine d'hésitation et de pression de son ex-patron, elle a pris des billets aller-retour de 2 semaines. Dès son arrivée là-bas, elle s'est rendue à son bureau et eut la surprise d'y retrouver 2 gendarmes. On l'a immédiatement mise en garde à vue et confisqué son passeport. Ma mère a eu extrêmement peur qu'elle n'avait rien fait. Pendant 2 mois, elle a été interdite de sortir de la région. Le 29 janvier 2017, ma mère a été officiellement arrêtée et avait disparu. Plus aucune nouvelle d'elle jusqu'en juillet 2017, c'est-à-dire 6 mois plus tard, où la Chine nous a confirmé que ma mère avait été internée dans un camp de rééducation le 9 juin 2017. Aucune information sur ce qui s'est passé entre janvier et juin et sur ce qui s'est passé n'a transpiré. Connaissant la Chine, nous sommes persuadés qu'elle a subi des interrogatoires à rallonge dans une prison et même pire, des tortures. Lorsqu'elle a rejoint le camp, elle a eu un droit à un coup de fil. La seule chose qu'elle a demandé à sa famille était de lui ramener des sous-vêtements et des affaires propres. Aujourd'hui, elle est toujours dans un camp et n'a le droit qu'à une visite par mois avec sa mère pendant laquelle elle doit dire qu'elle va très bien. Les intimidations sont donc courantes. Nous, cependant, moi, mon père et ma sœur qui vivons en France, n'avons aucun droit de communiquer avec elle. On devait donc croire que quand ma grand-mère nous racontait au téléphone jusqu'au mois de mai où on m'a supplié de ne plus l'appeler en pleurs, la police avait embêté toute la journée, je cite, la veille, et elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter cela. En gros, on intimidait la grand-mère pour qu'elle dise à la famille en France, dites-leur que tout va bien, sinon ça ira mal pour vous. Voici ce qui est arrivé chez moi. Avec des millions de cas comme celui-ci, d'innombrables vies ont été détruites. Et la principale cause est notre identité, notre culture, notre existence. Je n'ai encore jamais publiquement parlé de ce qui se passe dans ma région natale, peut-être par peur de provoquer la pitié et toutes sortes de commentaires de compassion. Et surtout, par peur d'attirer des ennuis à ma mère depuis son incarcération dans un camp de concentration. Fermez les guillemets. J'invite maintenant chaque personne à contacter l'ambassade de Chine en France au 01 53 75 88 05 01 53 75 88 05 et à interpeller la mission sur place et particulièrement l'ambassadeur de Chine en France. Pour celles et ceux qui veulent organiser des réunions publiques et des manifestations, vous pouvez les organiser et demander une autorisation pour le faire au 20 rue de Washington dans le 8e arrondissement de Paris. Je vous invite sincèrement à ne pas laisser tomber ce peuple. Nous avons affaire à des camps de concentration comme on en a vu en Bosnie, comme on en a vu sous l'Allemagne nazie. Nous ne pourrons pas dire « nous ne savions pas ». De Paris à Urumqi, que vive le Turkestan oriental libre et que l'occupation chinoise ne puisse jamais connaître le repos.
Merci Yasser. Merci beaucoup parce que, effectivement, comme tu peux le remarquer aussi Gamal, on n'en parle nulle part. Non, on n'en parle pas du tout. Et pourtant, c'est un sujet extrêmement dramatique. Quand on écoute le témoignage de cette femme qui raconte le sort de sa mère, c'est quand même hallucinant. Ils veulent pas en parler parce que ça pose problème. La Chine, c'est pas seulement un partenaire financier, c'est aussi une énorme puissance militaire. Et le rapport Chine-Turquie est lié là-dedans. Les Ouïghours ne sont pas chinois, contrairement à l'idée reçue, ce sont les Turcs. Donc c'est très problématique en termes géostratégiques. Yasser, pourquoi avoir eu envie de parler de ce sujet en particulier? Tu trouves que, par exemple, les musulmans ne sont pas assez mobilisés là-dessus? Très peu en France. On a eu très peu de manifestations. Bon, le CJL contribue avec l'association EMISCO basée à Bruxelles pour que la question des Ouïghours soit traitée par l'ONU à Genève. On était à une réunion encore hier et on a eu des pressions chinoises pour changer la déclaration finale, pour ne pas parler du Turkestan oriental mais du Xinjiang. On a eu aussi les intimidations de l'ambassadeur de Chine en Turquie qui menaçait de représailles et de sanctions économiques contre la Turquie pour son soutien aux populations ouïghours. Mais sincèrement, on ne peut pas d'un côté se dire que la Chine est une puissance et qu'il faut traiter avec et en même temps se taire sur ce qui se passe sur place. Je pense que si les musulmans qui pensent à une solidarité musulmane devraient se réveiller et interpeller directement non seulement le gouvernement chinois, mais aussi la mission diplomatique chinoise en France. Absolument. Peut-être réaction du côté du standard au 01 40 33 9000 avec Daoud. Salut Daoud. Bonsoir Christophe, comment tu vas? Ça va très bien Daoud. J'ai une petite pensée pour toi après la défaite du PSG. Ça devait être difficile. Hein. Vous savez que c'est vraiment pas bien de tirer sur l'ambulance. Je sais. Ouais. Et en fait, j'aimerais souhaiter aussi à tous les musulmans, comme on entre dans les 3 mois, des très bonnes choses, quoi. Ouais. Ah oui, on approche du Ramadan, c'est ce que tu veux nous dire? Les 3 mois sacrés. Ce soir, on rentre dans les 3 mois sacrés. Ah oui, effectivement. Effectivement, le Ramadan approche. On attend cette période avec beaucoup d'impatience quand on est musulman. Voilà. Ouais. Bonsoir à tes invités aussi, j'ai oublié de le dire. Bonsoir. Bon, si je peux exprimer un souhait aussi, j'espère que ce mois de Ramadan ne sera pas seulement un mois de consommation, mais aussi et surtout un mois d'action pour les droits des musulmans. Ah oui. Effectivement. Avant toute chose, je remercie Yasser de parler de ce sujet qui est dans les oubliettes. Merci Yasser. Franchement, ça me touche du cœur parce que moi, je suis Turquie et donc le silence, ça m'agache. Ça m'énerve. Et j'aimerais aussi, rapporter des petites informations par rapport à la propagande chinoise et à ces camps. La Chine prélève des ADN des Ouïghours qui demandent leur passeport. Les prêtres bouddhistes montrés comme des saints préfèrent que leur peuple se marie avec des chiens ou des chiennes que des musulmans. Pendant le Ramadan, ils font tourner les imams en leur faisant dire que le parti communiste est au-dessus de l'islam. Absolument. Ils font raser la barbe aux gens. Ils mettent des fonctionnaires chez des familles ouïghours musulmans. C'est inadmissible. La communauté chinoise de France qui s'indigne pour leur agression qui sort dehors, là, le silence est implacable. Ça, c'est énervant. Voilà, je remercie encore Yasser et merci à toi Christophe et à tes invités. Merci Daoud, merci beaucoup. Ce sont des choses que vous entendez qui vont peut-être horrifier certaines personnes parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe réellement. Oui, les prélèvements ADN, on a eu carrément, c'est qu'on fiche toute la population ouïghour pour encore mieux la surveiller. Veut dire, on a des prélèvements ADN de masse. C'est un peu ce que vivent les Rohingyas, non? Un peu. Non, c'est pas la même proportion, mais ce qui est important, parce que le Rohingya, par exemple, le rasage de la barbe. Ah oui, au niveau du traitement de la population. Au niveau du traitement de la population, ça y ressemble beaucoup quand même. Oui, mais le truc des Chinois, les camps de concentration, c'est pas, pas en Chine, c'est en. C'est pas en Birmanie, c'est en Chine. Voilà. Mais ce qui se passe avec la question des Ouïghours, c'est qu'effectivement, la Chine veut absolument rendre toute la population homogène chinoise et liquider la question des spécificités religieuses. C'est le communisme qui est derrière ça. Effectivement. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir et revoir et partager surtout parce que vous avez aussi ce devoir de partager pour faire connaître au plus grand nombre, pour que chacune et chacun effectivement se mobilise et interpelle, comme l'a si bien rappelé Yasser dans sa chronique. Les infos zappées, messieurs. Les petites infos d'ailleurs, comme à l'image de ce que vient de nous proposer Yasser, qui sont zappées par les autres médias, est important. Il y a eu un sondage de lancé, messieurs. Faut-il mettre fin au changement d'heure? À cette question, l'écrasante majorité des Français répondent oui, sont aussi majoritaires à choisir à rester à l'heure d'été. Donc visiblement, si on en croit ce sondage,
ce pourra être la dernière fois que l'on change d'heure et on resterait ainsi tout au long de l'année à l'heure d'été. Est-ce que vous y êtes favorable? Je sais que ça n'a rien à voir. Heure d'été, toute l'année les gars, ça vous dit? Ah oui, bien sûr. Ouais. Évidemment. Ça déstabilise complètement le métabolisme. Tu crois? Bah oui, quand on a 1 heure en plus, 1 heure en moins, nous on se règle, enfin le corps se règle naturellement sur son heure de réveil, et dès qu'on nous sacrifie 1 heure ou qu'on en rajoute 1, on est comment déstructuré. Donc a priori ça pourrait être dans 2 semaines le dernier changement d'heure. Inch'Allah. Voilà, donc a priori tout va bien. Sinon qu'est-ce que j'ai? Tiens, Israël, un candidat au législatif qualifie les Arabes d'Israéliens, écoutez bien, de traîtres et de meurtriers. Eh bien la commission électorale israélienne a maintenu, validé sa candidature hier. C'est étonnant. Non, c'est pas étonnant, c'est un état racialisant, donc forcément. Bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai dans les infos zappées? Ah tiens, Google ne semble pas de s'offusquer d'une application saoudienne qui permet aux hommes de suivre des déplacements de leurs épouses. Le genre américain ne supprimera pas l'application de Google Play. Alors je ne savais pas que les droits, c'est les droits des femmes. Je ne savais pas que les Saoudiens avaient une application pour surveiller leurs épouses, leurs femmes. Ce régime est obsédé par les femmes, obsédé par le contrôle des femmes, obsédé par le contrôle de leur corps. Et sincèrement, le statut de la femme en Arabie Saoudite, c'est un organe reproducteur. J'ai parlé, moi, des personnes sur place qui ont pourtant mon âge. Ce ne sont pas des personnes qui sont... Qu'est-ce qu'elle veut? On lui fait des enfants, elle a sa maison, elle a une gouvernante à la maison, elle veut quelque chose, on lui ramène. Pourquoi elle veut sortir? Ouais, c'est clair. Effectivement. Puis tiens, une petite information qui va concerner les Tunisiens. Sachez que les élections législatives auront lieu le 6 octobre 2019 à l'échelle nationale et les 4, 5 et 6 octobre 2019 pour les Tunisiens résidant à l'étranger. A annoncé hier l'instance supérieure indépendante pour les élections, donc ISI, hier. Donc on va voter en Tunisie le 6 octobre prochain. Retenez bien cette date pour les législatives. Pour les présidentielles, je sais pas s'il y a encore une date, je crois pas. Enfin, encore. En tout cas, voilà. Ça, c'est petite info zappée. Bah, c'est tout pour aujourd'hui, ou presque. En tout cas, ce qui nous permet, si vous le voulez bien, maintenant, avant de filer en Algérie dans un instant avec Amina Lakri, avec notre zapping. Un zapping aujourd'hui qui est en colère. Oui, c'est 2 clashs qui se sont produits hier à la télé. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça Mais non, moi très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors pour commencer ce zapping, je vous dis donc 2 clashs qui se sont produits à la télé hier et le premier d'entre eux, donc Pascal Praud, hier sur CNews, recevait Daniel Simonet de la France Insoumise au sujet du député qui a été matraqué par la police le week-end dernier au cours de l'acte 16. Eh bien, un gros et violent clash, un accrochage plutôt, s'est produit sur le plateau de CNews hier soir. Écoutez. Avec un préfet, il n'avait rien à faire là. Il était sur une Non mais je vous coupe là parce que vous dites une chose qui n'est pas juste. C'est un député de la République française qui transgresse la loi et qui n'a rien. Non, pardonnez-moi madame. Il n'est pas. Non. Il n'a pas totalement faux. Le député avait totalement le droit. Ce que vous dites est faux, madame. Ce que vous dites est faux, madame. Non, ce que vous dites est faux, madame. Vous pouvez parler sur moi. Ce que vous dites est faux, madame. Ce que vous dites, madame, est faux. Non, le député, madame, ce que vous dites, madame, décréter ce qu'une militante politique, ce que vous dites, non, vous mentez, madame, et vous dites n'importe quoi. Votre comportement mais c'est possible, n'est pas du journalisme, monsieur. Madame, vous dites n'importe quoi. Je l'ai pas vu depuis longtemps dans votre émission. Le journaliste, les journalistes, c'est de préciser les faits. Non, ce que vous dites, le député était présent dans une manifestation qui était non déclarée. Il était en situation illégale. C'est tout ce que j'ai à dire. Le député avait le droit de participer à cette manifestation. Elle était non déclarée, madame. Monsieur Praud. Elle était non déclarée ou pas? Une manifestation, qu'elle soit déclarée ou non déclarée, vous avez des poursuites pour ceux qui appellent à l'organisation de la manifestation. Un député de la République a le droit de se trouver dans toute manifestation, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur de ce qu'il se passe, monsieur Praud. Donc, en aucun cas, donc je rectifie et je précise les faits. Oui, mais vous allez me laisser, on a entendu, je crois, votre message. Donc, en aucun cas. C'est pas un message, madame, c'est des faits. Mais si, vous êtes un journaliste militant. Je connais l'intimidation de la France Insoumise dont vous faites manifestement preuve sur ce plateau. Je vous dis, madame, je suis là pour rectifier les faits. Vous dites une chose qui est fausse, c'est tout.
que je désapprouve que, en tant que journaliste, vous vous permettiez de dire des faits, à des intervenants. Vous voulez pas que les journalistes disent des faits? Si ce qu'ils disent est vrai ou faux, voilà. Ce que vous dites n'est pas juste. Il faut que les gens vous le disent sur des plateaux, c'est tout, madame, c'est tout. Et les gens le disent sur des plateaux. Vous êtes insupportable. Si vous m'invitez ici, c'est pour exposer mon point de vue ou me couper la parole toutes les phrases et m'empêcher de développer un raisonnement. Vous pouvez exposer votre point de vue. Quand vous dites quelque chose qui est faux, j'ai rectifié. Voilà, c'était hier soir sur CNews. Pascal Praud, c'est plus du journalisme, ça, c'est du militantisme, les gars. C'est plus que ça, mais il se croit sur un terrain de foot, les gars. Franchement, c'est irrespectueux au possible. Vous mentez. Sincèrement, j'ai jamais pris au sérieux Pascal Praud en tant que journaliste. Oui, on sait d'où il vient. Il a toujours été biaisé, il a toujours été partisan, il a toujours été dans la surenchère permanente. Et aujourd'hui, il se permet de donner des leçons de journalisme comme s'il en avait la légitimité. On sait très bien que son comportement et sa carrière démontrent la tendance courtisane de son caractère, qui n'est pas jamais monté au mérite. Que lorsqu'il y a eu il a vu la grève à l'époque sur iTélé, qu'il a été le premier à vouloir tirer la couverture vers lui en disant voyez, eux ils sont méchants, moi je vais rester. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il se retrouve propulsé intellectuellement parlant et même techniquement parlant en tant que journaliste. Cette personne-là ne m'impressionne absolument pas. C'est pire que ça, c'est même pas une question d'être impressionné. Il faisait du commentaire de foot à l'époque, il faut se rappeler. Oui, bien sûr. Ouais. Donc quand on vient du foot et qu'on donne une expertise politique, qu'on est insultant, il a dit qu'il était une menteuse, c'est un journaliste, il est là pour poser des questions, il n'est pas là pour donner une position, et encore moins pour corriger les gens. Il se prend pour un maître d'école, c'est minable. Mais je pense que ce monsieur-là a un petit problème quand c'est un peu coloré. Je suis persuadé qu'il est un peu méprisant dès qu'il voit que c'est des gens des quartiers, ou que ça semble être des gens des quartiers, parce que franchement, cette attitude condescendante qu'il a vis-à-vis de ce genre de personnage-là, alors qu'il est très obséquieux vis-à-vis des maîtres blancs, me pose problème de ce point de vue. Autre clash qui s'est produit sur France 5 cette fois-ci. C'est un incident même sur le plateau de C'est à vous. Hier soir, l'invité Nicolas Dupont-Aignan qui s'en prend à un chroniqueur, Patrick Cohen, l'accusant d'être macroniste. Du coup, ça met en colère la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine. Écoutez. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Non, mais il est sur le service public, il passe sa vie à cirer les pompes de Macron. Il ne cire les pompes de personne. C'est un cireur de pompes du pouvoir. Monsieur il est payé pour ça. On ne vous laisse pas. Il est payé pour ça. Non, je vous il est payé sur le service public avec l'impôt des Français. Il travaille sur Europe 1 qui n'est pas le service public. Attendez, là, c'est pas le service public qui vous paye. C'est pas le service public qui vous paye pour cracher à la figure des opposants. Qui vous crache à la figure? Et en permanence. Comme on est tous payés. Non, absolument pas. Pour vous cracher à la figure. Monsieur Cohen est connu, les téléspectateurs le connaissent. Absolument pas. Il est connu de sa partialité. Monsieur Cohen ne vous a cité que des chiffres officiels que vous contestez sans à aucun moment donner vos chiffres à vous. Vous n'en avez pas cité. 30% moins cher, la viande bovine. Non, on parlait travailleur détaché. Monsieur Cohen, alors est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez bien retirer ce que vous avez dit? Ah non, je le pense. Monsieur Cohen est un cireur de pompe de Monsieur Macron. On ne peut pas continuer cette... Mais c'est la réalité. Désolé, c'est la Continuez pas, Babel. Vous êtes payé par les Français, vous passez votre vie. Est-ce que vous voulez bien vous excuser? Sinon, vous allez je ne m'excuserai jamais devant des gens qui prennent l'argent du contribuable. Nous ne pouvons pas continuer cette interview de cette façon-là. Mais moi, je dis les choses que les Français n'en peuvent plus de vous. Les Français n'en peuvent plus de vous, monsieur. Que faites-vous sur cette émission? Que faites-vous sur cette émission? Je viens le dire. Qui cire les pompes d'Emmanuel Macron puisqu'on vous invite. Mais heureusement, enfin, une fois tous les 2 ans. Pardon? Vous ne m'avez pas invité depuis la présidentielle. Voilà, hier soir, donc ça s'est fini comme ça a commencé finalement. Donc Nicolas Dupont-Aignan qui accuse Cohen d'être un macroniste et voilà comment ça s'est fini. Voilà le type d'échange et le type d'émission auquel on a le droit le soir, les gars. Mais il faut aussi rappeler que Patrick Cohen n'avait pas hésité à parler de cerveau malade et qu'il s'était octroyé l'autorité, la légitimité pour décider de qui devait être invité ou pas. Encore une fois, lui aussi prend en otage une partie du service public pour décider de quelles opinions sont les bienvenues. Donc, au pays où on prétend défendre la liberté d'expression, cette expression n'est pas censée être un privilège, on est censé laisser l'expression être un droit universel, qu'on soit d'accord ou pas, particulièrement sur le service public. On ne s'octroie pas l'autorité pour interdire certaines idées. Bon, je n'ai aucune sympathie pour Nicolas Dupont-Aignan, que je trouve abject et dangereux pour le pays, mais les voyants se chamailler sur France 5, ça te fait rigoler. Ça me fait rire. Sur Patrick Cohen,
Effectivement, les cerveaux malades, il faut quand même préciser, hein, ils ont une coloration. C'était Ramadan, c'est Dieudonné, c'est Soral, donc c'était ce qu'ils considéraient comme étant d'extrême droite. Mais quand il a en face de lui un type qui le domine, le mal dominant qui est Dupont-Aignan, un type qui a oublié de prendre sa carte au Front National, un loser de la politique qui veut tout faire pour exister et qui parle soi-disant au nom des Français, il faut se poser les bonnes questions. Il se trouve que Cohen est nord-africain et qu'à mon avis, Dupont-Aignan a beaucoup de mal avec ce qui vient d'Afrique, en règle générale. Donc effectivement, entre deux chacals qui se tapent dessus, moi je regarde et je mange des chamallows. Des chamallows. Des chacals ou des chacos? Des chacos. Chacal. Bon. Oui, mais pour tout le monde. On s'en fout. On s'amuse avec les Français. Bon, oui, exactement. Oui. Dans un instant, justement, on va en Algérie, messieurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le pays gronde, est en colère. Et d'ailleurs, je vous invite, le pays est vivant, absolument. Il est magnifique, il est beau, ce peuple, qui s'exprime dans le calme et dans le pacifisme le plus total. Avec cette police qui se comporte bien et qui manifeste d'ailleurs pour la plupart avec les manifestants, qui ne tirent pas avec le LBD 40 sur sa population. Amen. Non, tout se passe bien. Alhamdoulilah. Et ces Algériens qui, décidément, l'humour des aides, c'est quand même quelque chose, Gamal, faut le dire. Absolument. Ont assailli le standard de l'hôpital de Genève où se trouverait le président Abdelaziz Bouteflika. Tout cela fait face et à la suite de reportages de Quotidien lundi soir qui a révélé effectivement la présence du frère d'Abdelaziz Bouteflika, Nasser Bouteflika. Du coup, les Algériens ont assailli le standard. C'est plus d'1 millier d'appels en une seule journée qui sont venus donc à cet hôpital aux ces Algériens. Et allez voir les vidéos, elles sont sur le site www.francemaghreb2.fr. Et je le rappelle aussi, parce qu'on a une petite minute, pour rappeler que Yasser Louati, le président du CJL, le Comité Justice et Liberté pour tous, sera à Marseille aux côtés de Abdelaziz Chambi ce samedi à 16h. C'est au 221 rue de Lyon à Marseille. Ça ne s'invente pas. 221 rue de Lyon à Marseille. Pour parler discrimination, c'est plutôt quelle solidarité face au racisme. Quelle solidarité face au racisme, ami Marseille. De la simple dénonciation à l'action politique et qui demande pluralité. Comment agir en étant pluriel et comment coordonner nos actions pour les rendre plus efficaces. Un événement en partenariat avec France Maghreb 2 ce samedi à 16h. 221 rue de Lyon à Marseille. On compte sur vous. Le public, évidemment, peut venir en masse et on vous attend. Ils sont invités à le faire. Du côté de Marseille, 16h, tranquille, après les courses, après la plage. Eh bien, à vous donc de venir rencontrer Yasser Louati, Abdelaziz Chambi et la diffusion d'un documentaire également. Allez, dans un instant, on file à Alger avec Amina Lakri et avec, auparavant, un premier avis tranché signé Gamal Abina. On va voir ce qui vaut notre ami Gamal. À tout de suite. La barre est haute. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Yasser Louati jusque 18h et avant de partir du côté d'Alger avec Amina Lakri. Je rappelle l'événement pour être plus précis pour les Marseillais, c'est ce samedi à 16h avec Yasser Louati qui sera présent donc à Marseille à la salle L'Alhambra, 221 rue de Lyon à Marseille. Et c'est à partir de 16h, l'Alhambra apparemment c'est une salle très connue, donc voilà, vous connaissez forcément si vous êtes de Marseille et des alentours, c'est à 16h samedi, on vous y attend tous, bien sûr un événement en partenariat avec France Maghreb 2. Pour l'heure, on va aller du côté de l'Algérie avec un avis tranché signé Gamal Abina. Jingle. Alors on voit que Gamal Abina n'a pas encore été au top, en tout cas sur le nom, parce que le titre de l'avis tranché de Gamal Abina, c'est tout simplement Algérie. C'est facile et de toute façon il faut être indulgent, c'est la première fois que je le fais. Exercice difficile pour moi de lire et de parler en même temps. Bref, donc je vais déjà annoncer 3 dates. L'Algérie en 3 dates, c'est 1er novembre 54, 5 octobre 88, 22 février 2019. À chaque fois, il y a 30 ans qui séparent ces dates. 1er novembre 54, la Révolution, 5 octobre, les premières émeutes, et 22 février, la fameuse manifestation qui aujourd'hui se poursuit. Algérie. On a tout dit de ce pays, et finalement, on en sait si peu. L'Algérie, c'est d'abord la colonisation, la spoliation, l'humiliation, la destruction, et finalement, la libération. L'Algérie, c'est ensuite l'espoir du tiers-monde qui accède à sa libération. L'espoir d'un pays non aligné qui va rencontrer des grandes nations nouvellement libérées.
L'espoir des révolutionnaires du monde entier qui ont trouvé une nouvelle Mecque ayant pour capitale Alger. L'espoir d'une nouvelle économie basée sur les industries industrialisantes, soutenue par une rente pétrolière bénéficiant de la première crise de 73. L'espoir de tout un peuple derrière ces jeunes dirigeants innovants, fiers et indépendants. Mais l'Algérie, c'est aussi un pays dépendant de cette même rente pétrolière et gazière, sujette aux aléas climatiques des marchés financiers. De la fièvre des crises du pétrole à une chute abyssale des contre-chocs pétroliers, le thermomètre de la santé économique du pays, c'est le prix du cours du pétrole, du gaz et du dollar. Puis avec l'argent, l'Algérie est devenue un pays gangréné par la corruption, beaucoup plus visible qu'ailleurs parce que beaucoup plus riche que par ses réserves d'hydrocarbures. Un pays qui connaîtra une crise violente dans les années 90, consécutive une fois encore à la chute des cours du baril. L'Algérie, c'est encore le retour des vieilles figures révolutionnaires comme Mohamed Boudiaf et Abdelaziz Bouteflika, rappelés par l'armée, tels des hommes providentiels destinés à redonner une légitimité à un pouvoir largement discrédité. Puis à nouveau, dans les années 2000, l'Algérie, c'est le retour de l'opulence avec une relance économique par l'or noir, destinée à calmer la fronde sociale et à reconstruire ce qui a été détruit pendant la décennie noire. Et enfin, l'Algérie, c'est à nouveau une crise pétrolière en 2014 qui va faire basculer tous les espoirs des dirigeants d'acheter la paix sociale et leur légitimité à la suite du nouveau vent de panique des révolutions arabes de 2011. 20 ans après la crise de 94 qui mettait l'Algérie sous tutelle du FMI. Mais l'Algérie, c'est surtout aujourd'hui un homme malade, frappé par une attaque cérébrale en 2013 et qui n'a jamais recouvré les facultés nécessaires au bon fonctionnement de l'exercice du pouvoir. De la part du président resté omni-absent durant les 5 années de son 4e mandat. L'Algérie est malade, avec un président malade et un peuple impatient qui veut un changement immédiat. Sans haine et très discipliné, les Algériens manifestent leur désarroi et refusent ce 5e mandat. L'Algérie, c'est finalement un peuple qui a dit non à la colonisation, non à l'humiliation, non à la fatalité et non à cette nouvelle élection d'un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même. L'Algérie, c'est bien un peuple qui dit non, car finalement, pendant la Révolution, cela a été écrit, et je le répète à mon tour, un seul héros, le peuple. Un peuple qui dit non. Et je vous invite donc tous, le 10 mars, à aller à la place de la République pour manifester, nous, en tant que diaspora, notre refus d'un 5e mandat. Ouais. On peut peut-être rappeler, parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup l'hymne national, mais ça c'est une chanson aussi qui appartient à la révolution algérienne. Absolument, c'est Min Jibalina. C'est une magnifique chanson qui est beaucoup plus chargée en émotions et qui a été revisitée par cette extraordinaire actrice qui s'appelle Linda Blues et qui a décidé de reprendre les standards révolutionnaires mais avec une version un peu modernisée. Tiens, Yasser Louati, que pense-t-il de ce qui se passe en ce moment du côté de l'Algérie, vous en Tunisie qui avez connu la révolution et le printemps arabe? Est-ce qu'il y a d'abord comparaison? D'abord, j'ai été vraiment agréablement surpris parce qu'on voit la maturité politique du peuple algérien qui est sorti dans l'ordre qu'on connaît, le respect qui a été démontré. C'était vraiment une démarche disciplinée et surtout la légèreté avec laquelle ils se sont exprimés. Je rappelle encore la vidéo qui a largement tourné sur Facebook. On voit en fait les policiers qui tirent les gaz lacrymogènes et le peuple qui dit zid, zid, zid. Et qui dit ouh, comme si c'était un penalty qui allait être tiré. Donc là, bien sûr, on est rassuré, on se dit voilà un peuple qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'exprimer de la meilleure des manières. Maintenant, je n'ai aucune confiance en l'armée État algérienne et j'ai toujours peur que le chantage au chaos se fasse pendant ces manifestations en disant vous savez quoi, continuez avec vos manifestations, on va créer une crise qui précipitera une nouvelle crise sécuritaire et auquel cas vous n'aurez pas d'autre choix que de soutenir un 5e mandat Bouteflika. Parce qu'encore une fois, une personne qui s'agrippe au pouvoir, comme on le voit avec le clan Bouteflika, sincèrement, on est en droit de s'inquiéter sur de quoi ils sont capables. Alors, on va tenter une liaison du côté d'Alger avec Amina Lakri. Je ne sais pas si elle nous entend. Bonsoir, Amina. Oui, bonsoir, Christophe. Bonsoir, Amina, en direct d'Alger. Donc, cela fait quelques jours qu'on n'a pas eu de vos nouvelles. En tout cas en réel. Est-ce que le peuple continue toujours et encore de manifester dans les rues pour dire non à un 5e mandat, Amina? Oui, Christophe, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
toutes les composantes de la société se mobilisent de plus en plus activement et collectivement. Alors ce matin du 7 mars, ce sont les robes noires qui se sont donné rendez-vous devant le siège du ministère de l'Énergie et des Mines qui se trouve à quelques mètres du Conseil constitutionnel et du siège de l'Union européenne à Alger. Les avocats ont marché en tenue en direction du Conseil constitutionnel évidemment, quand les forces de l'ordre ont constitué un barrage humain. Il y avait aussi des barrières en fer. L'un des avocats s'est glissé sous la barrière et les autres ont enfoncé le barrage humain et dépassé le cordon sécuritaire et sont parvenus à marcher devant le Conseil constitutionnel et dénoncer haut et fort la violation des lois constitutionnelles. On rappelle que c'est dimanche où sera annoncée la liste des recevabilités, si je puis dire, concernant les candidats à cette élection du 18 avril prochain. Oui, alors le but, Christophe, le but de cette marche-là, notamment celle de ce matin au niveau du Conseil constitutionnel, d'autant plus que ça vient des avocats des robes noires. En fait, le but est clairement pour faire annuler la candidature de Bouteflika. Oui, alors on est à la veille, effectivement, on parlait de cette manifestation des avocats, mais on est à la veille d'une énorme manifestation. Cela fera donc le 3e vendredi, un premier vendredi qui avait été déjà bien important, un deuxième encore un peu plus. Est-ce que demain, il faut s'attendre vraiment à un monde considérable dans les rues d'Algérie ? Ah oui, Christophe, alors pour ce qui est des manifestations de demain, eh bien, je pense qu'elles s'annoncent phénoménales, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, elles viennent à point nommé. Demain, c'est le 8 mars. Les femmes seront certainement très nombreuses à prendre le train en marche. D'ailleurs, elles s'apprêtent à vivre cette fête comme un double événement. Leur fête, qu'elle est la fête de la femme évidemment, mais surtout celui de se faire entendre après des années de silence. Alors profitez de la présence de Amina Lakri si vous souhaitez en tout cas lui poser des questions sur ce qui se passe en ce moment du côté de l'Algérie, parce qu'on ne nous dit pas tout bien entendu. 01 40 33 9000. Je sais que Gamal, tu invitais les gens à venir manifester à Paris parce qu'il y a une manifestation prévue ce dimanche. On a l'heure ou pas ? Comment ? L'heure 14h. 14h, dimanche 10 mars, donc à 14h, place de la République, où il y avait entre 5 et 6 000 personnes la semaine dernière. On peut encore faire mieux. Et Gamal, si tu souhaites poser une petite question à Amina Lakri en direct d'Alger, je t'en prie. Moi, les questions que je veux poser, déjà, Ouda Faraoun a fait un discours aujourd'hui qui serait soi-disant un texte écrit par M. Bouteflika, dans lequel elle fait référence au fait que les manifestants sont bien comportés, belle démocratie, et qu'à côté de ça, il y aurait des risques d'instrumentalisation de courants radicaux. On voit de quoi il parle. Et la question que je me pose d'abord, c'est comment ils peuvent continuer de faire croire que M. Bouteflika, qui est alité en Suisse, écrit des textes. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a vraiment un ralliement de la part de la police ? On a vu des images extraordinaires de boucliers baissés. Est-ce qu'il y a vraiment un ralliement des policiers, une sympathie pour le courant des manifestants ? Oui, alors, s'agissant de la lettre attribuée, quand vous dites, au président sortant, elle a été lue par sa ministre des TIC, Oudaïman Faraoun. Alors, elle est intervenue quelques heures seulement après cette marche, cette manifestation des robes noires. Donc, dans cette lettre, c'est dit que Bouteflika met la population en garde contre le chaos. Juste après, un autre message attribué à Bouteflika, toujours, est adressé aux femmes à l'occasion de la célébration de la journée de la femme, pour dire bonne fête, et voilà. Donc, franchement, pour les Algériens, mais c'est plus que de la provocation, parce qu'on sait pertinemment dans quel état de santé il se trouve. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, tout le monde sait, il était hospitalisé à Genève, dans un état de santé critique, voire très critique. Donc, franchement, je me pose exactement la même question que vous. Mais jusqu'à quand est-ce que ces gens-là continuent à insulter l'intelligence du peuple, à mentir, jusqu'à quand? Franchement, c'est l'incompréhension totale. Et pour la police ? Ils osent toujours tenir le même discours. Non, mais c'est juste incroyable, c'est extraordinaire. Et pour la police, Amina ?
Alors oui, pour la police, moi ce que je peux vous dire, c'est que on sent vraiment que la police est très solidaire avec, du moins dans leur cœur, je veux dire, hein, avec le peuple. Moi personnellement, j'ai eu à discuter avec un policier à ce sujet-là. Il m'a dit textuellement, ma sœur, si ça tenait qu'à moi, j'ôterais ma tenue et j'irai marcher avec mes frères. Il m'a dit, je ne suis pas le seul à dire ça. On a vu aussi d'autres images où la police, les policiers étaient vraiment manifestés, marchaient aux côtés du peuple. On a vu un autre en train de pleurer en pleine manifestation. Donc il est clair que même les forces de l'ordre sont du côté du peuple, même si pour l'instant ils l'assument pas totalement, ce qui est compréhensible, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer demain. Donc ils ont peur, bien sûr, ils ont peur pour leur poste, ils ont peur des représailles, mais il est clair, hein, il est indéniable que la police aussi en a ras-le-bol. Et d'ailleurs, il y a eu des déclarations qui ont été peut-être interprétées comme une sorte de petite menace de Gued Salah, l'homme fort de l'armée algérienne. Comment la population a accueilli son discours, sa déclaration de Gued Salah ? Oui, le patron de l'armée, bien sûr, oui. Donc, selon sa lettre, en fait, il dans ses allocutions ou dans ses lettres adressées au peuple, il y a toujours comme des messages codés, d'accord ? Comme des messages codés. C'est à vous de déchiffrer, vous risquez gros. C'est-à-dire, oui, en fait, c'est des menaces maquillées, si vous voulez. Des menaces déguisées pour dire à la population, restez tranquille, c'est nous qui gérons, c'est pas à vous d'imposer votre mot. Sinon, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, Amina Lakri, en direct d'Alger, avec nous sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Yasser Louati. Oui, bonjour Amina, c'est Yasser Louati. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on ne peut pas craindre justement une radicalisation du régime à mesure que les manifestations perdurent ? Donc on voit qu'elles sont pacifistes, qu'elles sont populaires, des corps de la police expriment un soutien, on voit que Bouteflika est sur la fin. Est-ce que, encore une fois, on ne peut pas craindre le pire en faisant justement précipiter une crise pour s'agripper encore une fois au pouvoir ? Bah, évidemment qu'on commence à craindre le pire. Hein. C'est vrai qu'au début, les marches, les manifestations avaient commencé dans un climat très serein et très pacifique, limite bon enfant. Hein. Mais là, on commence vraiment à craindre le pire. On voit des scènes de violence qui risquent de dégénérer. Non, là, sincèrement, on commence à craindre le pire. Oui, donc la réponse est oui. Est-ce que les manifestations cesseront justement par anticipation d'une crise fabriquée par le régime ? Ça m'étonnerait. Moi je l'ai dit l'autre fois, je le dis toujours, enfin je le pense, j'en suis convaincue, j'en suis intimement convaincue. Moi je pense que le peuple ne fera pas marche arrière. Quoi qu'il arrive, je ne pense pas que le peuple puisse faire marche arrière après toutes ces belles réalisations, si je puis dire, qu'il a eu à faire et dont tout le monde est extrêmement fier. Absolument. Moi, je pense qu'il y a un prix à payer. Eh ben, ils le payeront, mais c'est-à-dire pour faire marche arrière, moi je pense qu'il n'en est pas question du tout. Amina Lakri, on a aussi parlé d'une grève générale qui pourrait débuter le 10 mars. Où ça en est ? Alors, pour ce qui est de la grève générale annoncée justement du 10 au 14 mars, là on parle vraiment d'une désobéissance civile, hein, c'est maintenu. Donc des commerces, d'ailleurs ils nous ont dit, des commerces, des entreprises vont baisser les rideaux pendant 5 jours. D'autres institutions leur emboîteront le pas. Certainement, ce sera une paralysie quasi générale. Non, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même, je n'en sais pas plus. Mais visiblement, c'est maintenu et voilà, ce sera la paralysie générale ou quasi générale. Si vous souhaitez poser vos questions à Amina Lakri, 01 40 33 9000. Il y a un homme qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Bon, je vous avouerai très franchement qu'il n'est pas pris au sérieux, il est plutôt considéré comme un clown. Mais quand même, Rachid Nekaz, qui n'hésite pas à mettre son cousin pour se présenter à sa place. Paraît-il, il a tenté de quitter l'Algérie, puis finalement il a été arrêté. Qu'est-ce qu'on dit de lui là-bas ? Est-ce qu'on rigole sur lui ? Est-ce qu'on le prend au sérieux Alors honnêtement, avant le coup du Conseil constitutionnel... vous êtes au courant, vous savez ce qui s'est passé. Avant ce jour-là, il était plus ou moins, on va dire, pris au sérieux. Parce qu'en fait, il parvenait à rassembler des gens,
beaucoup de gens, contrairement à FLN par exemple, qui peinait à rassembler une dizaine de personnes. Il était obligé de les payer ou de leur donner des casse-croûtes. C'est ridicule, c'est très malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Là, chez Nekez, contrairement à FLN ou à d'autres partis dits sérieux, hein, avec un simple smartphone, il arrivait à rassembler des foules, c'est tout le monde qui le soutenait, qui était derrière lui. Mais ce jour-là, ce coup de théâtre qui a eu lieu le jour du dépôt de sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel, depuis ce jour-là, enfin, on le traite de tous les noms. Bon, clown, ça va, c'est gentil, mais on le traite vraiment de tous les noms. Vous imaginez, oui. Oui, à l'algérienne, quoi, à la DZ. Non, mais une fois encore, il a, fait le coup, il a fait le coup il y a 5 ans, avec son camion où on aurait volé ses signatures. Il a fait le coup en France en 2007. À chaque fois, il nous raconte des histoires de parrainage qui n'arrivent pas ou qui ont été détournés. C'est un plaisantin, c'est pas sérieux ça. Alors Amina, un appel, c'est notre ami Méziane là, qui nous écoute chez lui et qui souhaite te poser une question. Cher Méziane, bonsoir, question Méziane. Oui, je suis pas chez moi, je suis dehors. Oui, peu importe, on s'en fout, en fait, finalement, Méziane. Bonjour à madame Amina, mademoiselle ou madame, je sais pas. Oui, ça, on s'en fout aussi. Méziane, vas-y pour ta question, essaye pas de gratter là. Je voudrais savoir, est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat, est-ce qu'ils continuent à fonctionner et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, très bonne question, merci Méziane. Alors, l'Assemblée nationale, l'APN, où apparemment il y a eu aussi des tensions assez importantes, notamment avec Ouyaria la semaine dernière. Exactement. Oui, alors il n'y a pas mort d'homme chez eux pour l'instant. Ils travaillent à peu près, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, des altérations avec le Premier ministre notamment. C'est-à-dire que maintenant que les députés voient que c'est tout le peuple qui n'a plus peur de dire les choses, de scander haut et fort ce qu'ils pensent réellement. Maintenant, même les députés aussi font d'eux-mêmes. Hein. Même maintenant, quand ils ont affaire au Premier ministre, au président du Sénat ou de l'APN ou peu importe, là, ils se révoltent, ils se rebellent et tout. Bon, mais pour l'instant, ils travaillent toujours. Ce qui va se passer d'ici demain ou dans les prochains jours, on vous tiendra au courant. Oui, Gamal. Oui, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre quand même en avant, si c'est vérifié, le rôle extraordinaire de Nadia Madassi, qui a quitté le journal dans les conditions qu'on a vues, parce que je suis tout le temps avec l'Algérie, qui les a quitté le journal parce qu'elle a trouvé indigne de lui faire lire une lettre qu'elle ne pouvait pas. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre cette femme en avant, parce qu'elle a pris un risque énorme. Ça a entendu, toute la presse en a parlé. Le jour de demain, le jour de la manifestation de la femme, oui, mais je parle même le jour de la femme. Ah, le jour de la femme, oui. Voilà, il faudrait la mettre en avant parce que c'est quand même extraordinaire. Elle a montré une dignité qu'on... Je t'entends plus là. Amina, tu nous entends? C'est bon là? Oui, là ça va, oui. Voilà, je dis donc, Nadia Madassi mériterait d'être mise en avant, en relief, parce qu'elle a eu le courage de quitter le journal, ce qui est quand même extraordinaire. Exactement, après 15 ans de service, oui. 15 ans de service, vous vous rendez compte un petit peu, voilà. Ma chère Amina... Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y, on t'écoute. Oui. En fait, l'exemple de Nadia Madassi, en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Moi-même, j'ai déjà travaillé à la télévision algérienne, à la télévision publique, dans cette même chaîne-là, Canal Algérie. Et je peux vous dire que c'est tous les journalistes, hein, je dis bien tous les journalistes qui pensent la même chose. Un directeur d'information m'avait dit un jour, on en a marre de mentir aux gens. Il m'a dit, quand je vais dormir, j'ai du mal à dormir tranquillement sur mes deux oreilles, parce qu'on en a marre de mentir aux gens. Donc voilà. Pour ce qui est de Nadia Madassi, donc le geste fort qu'elle a fait, bien sûr, c'est vraiment à saluer, vraiment respect pour elle. Et oui, bien sûr, oui, elle est à mettre en avant, bien sûr, oui. Ce qui est fort, c'est qu'elle est francophone en plus. Ça s'adresse à tout le monde là pour le coup. Oui. Mais comme je vous ai dit, c'est le cas de tous les journalistes. À la télévision, à la radio, c'est le cas de tous les journalistes. D'ailleurs, lors des sit-in au niveau de la télévision algérienne et de la radio, ils scandaient haut et fort. Nous sommes des journalistes, on n'est pas des brosseurs. Voilà, ça veut tout dire, le message on ne peut plus clair. C'est clair. Ali de Palaiso pour une question, Amina, qui est en direct depuis Alger pour nous. Bonsoir Ali. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Yasser, monsieur Gamal. Bonsoir Amina. Bonsoir. Ma question, elle est un peu, si vous voulez, concernant un ancien résidu du fils
qui est M. Zitout, qu'on voit souvent, il se manifeste. En ce moment, il est en train de se manifester à outrance sur Facebook et YouTube. Est-ce qu'il a vraiment une aura là-bas en Algérie? Oui, c'est bien. Pardon? Oui, c'est ça. C'est ça, Amina. Oui, c'est lui. C'est lui, oui, c'est tout. Alors là, on le voit. Quel crédit on lui apporte, quoi, c'est ça? Quel crédit on lui apporte en Algérie? C'est la question que tu te poses, Ali, c'est ça, hein? Ouais, voilà, comme c'est un mouvement rachat et souvent un des membres il appelle la radio, que pense le peuple algérien de ces gens-là, quoi? Alors, Amina. Oui, alors je vais vous dire très clairement, il est très suivi en Algérie, très suivi, apprécié et respecté, hein, parce qu'il a des analyses très pertinentes, il a des sources absolument fiables, très sûres du corps du régime, si vous voulez. Donc voilà, il est très respecté, très suivi et voilà. D'accord, donc le mouvement Rachad, Gamal, c'est un mouvement islamiste ou pas? Oui, il y a des émanations du fils, évidemment, puisque c'est le fils d'Abbassi Madani qui est à l'origine de Rachad pour partie. Oui, donc oui, un peu... voilà. Est-ce que c'est les partis? Mais il ne tient pas, excusez-moi, pardon, il ne tient pas des discours religieux ou quoi, non, ça n'a rien à voir. Il apporte des analyses, des fois il prédit des choses... on se dit non, c'est pas possible, ça peut pas être vrai, hein. Pas qu'en Algérie, par exemple, ce qui s'était passé en Tunisie avant quelques années, il disait voilà comment la situation va se passer, voilà comment les choses vont se dérouler, et tout le monde lui disait mais c'est pas possible, hein. Ça pourra pas se produire de cette façon-là, comme si qu'on nous disait voilà Bouteflika va se désister facilement. On dit non, c'est pas vrai, ça peut pas être vrai. Et bien finalement toutes ces prédictions se sont avérées. Et voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur l'Arabie Saoudite. Très bien. Eh bien écoute ma chère Amina, on te retrouve demain pour évidemment évoquer la situation de demain, puisqu'on attend une foule immense, importante, demain dans toutes les villes d'Algérie. C'est formidable. Vous savez, Amina, il y a une touriste américaine qui est passée à la place de la République la semaine dernière et qui, voyant les gens manifester, elle s'est intéressée à savoir pourquoi les gens étaient là, et donc un monsieur lui explique parce qu'on ne veut pas du 5e mandat, Bouteflika, etc. Elle a dit mais je comprends pas, vous manifestez et vous chantez. Eh ben voilà, c'est ça, les manifestations à la DZ, à l'algérienne, comme on les aime. Comme je dis tout à l'heure, c'est dans une ambiance bon enfant. Exactement, et en tout cas... Excusez-moi si je peux juste ajouter une chose, contrairement le petit sit-in là qu'ils ont tenu à Paris, je ne sais pas où exactement, pour soutenir le 5e mandat, c'était ridicule au possible. Ils disaient 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas quoi, c'était ridicule au possible. Ils avaient à peine rassemblé 10 personnes. Quelques dizaines de personnes. Oui. Il paraît qu'ils étaient payés 120 € selon mes sources. Donc, très bien, très intéressant. Voilà, de retour sur France Maghreb 2 avec bien vos appels au 01 40 33 9000, la possibilité pour vous, si vous le souhaitez, de nous faire vos propositions pour le grand débat. Bien sûr, qui se termine la semaine prochaine d'ailleurs, ce fameux grand débat. Et à cette occasion, d'ailleurs, Emmanuel Macron est en PACA aujourd'hui, où il va parler apparemment écologie. Messieurs, le débat ne passionne plus grand monde, hein, visiblement. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça, hein, ça semble être un petit peu... partir en cacahuète ce grand débat. Il a fini par nous lasser comme Emmanuel Macron. C'est vrai. Non mais c'est vrai, on a l'impression qu'il y a une espèce de lassitude qui s'est installée, et que les gens au départ y prenaient part, et que par la suite les gens ne souhaitent plus en tout cas y participer, et on voit une baisse considérable au niveau de ce grand débat. Vos appels 01 40 33 9000 qui est avec nous. Allô, bonsoir. Bon, très bien, 01 40 33 9000. Je rappelle, ce samedi, à partir de 16h, à Marseille, c'est Yasser Louati qui sera à Marseille, donc avec en tant que président du CJL, le Comité Justice et Liberté pour tous, et également monsieur Abdelaziz Chambi, voilà, j'en perdais mon latin. C'est à la salle L'Alhambra, c'est ça, à Marseille, 221 rue de Lyon, à Marseille, c'est à 16h, et c'est en partenariat avec France Maghreb 2, donc allez-y, Yasser Louati, pour parler racisme, c'est ça? En fait, pour parler de racisme d'État et quelle solidarité face aux dominations, justement, comment sortir de la posture victimaire et des dénonciations répétées que personne n'entend à la concrétisation d'un projet commun basé justement sur
qu'est-ce que chacun peut contribuer et comment est-ce qu'on peut coordonner nos actions pour être politiquement efficace. On voit que avoir tout misé sur le juridique a été un échec puisque le droit se rétracte et que l'islamophobie est devenue limite encouragée par la politique locale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut engager comme action commune à l'échelle locale, nationale et internationale pour parvenir à des résultats tangibles? Youssef est avec nous au téléphone 01 40 33 9000. Salut Youssef. Salut. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Moi je voudrais que le PSG gagne la Ligue des Champions, c'est possible ou pas? Youssef, c'est pas gentil, mais pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Ah, c'est quoi, tu te revendiques supporter du PSG, on peut te chambrer. Hein. Oui, j'en suis fier même, Youssef. J'en suis même très fier. Mais ça pose problème sur sa neutralité de journaliste, je suis désolé. Là, il y a un parti pris qui est permanent. Je ne suis pas journaliste sportif, Yasser Louati. Arrêtez. Arrêtez d'alimenter ce genre de rumeurs. Non, mais t'es censé faire preuve d'impartialité, Christophe. Oui, je suis impartial. Bah non, t'es pas sur le foot. Ah d'accord. Voilà. Je le précise au moins, j'ai l'honnêteté de le dire, je l'assume. Bon, salut Youssef. Salut. Toi, t'aimes bien tirer sur l'ambulance, toi. T'es comme beaucoup d'ailleurs dans mon équipe et au sein des amis, la famille. Ah, ça chambre, ça chambre. Par contre, les Marseillais, vous avez l'habitude, vous d'être chambrés. Ça fait bien longtemps que vous n'avez pas gagné un match. On a surtout l'habitude d'être champion d'Europe. Oui, on s'y habitue à force. Il y a combien de temps? C'est en 93, monsieur. En 1993, je sais que ça parle pas. Il y a des gens qui étaient pas nés là, qui nous écoutent en 1993. Oui, mais si ça compte pas, pourquoi vous la gagnez vous aussi? Mais nous, on va la gagner avec le temps. Avec l'expérience. Avec beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ouais. Mon Gamal, tu t'en fous toi du foot alors? Totalement. Ah oui. Si c'est pas l'Algérie, je connais pas. Ah bah voilà. Un nationaliste encore. Allez hop. Djellaba, de foot de l'Algérie. Ah bah oui. Le drapeau. Et voilà. Et vive l'Algérie. Allô, bonsoir, qui est là? 01 40 33 9000, bien entendu, pour nous appeler pour les quelques minutes qui nous restent. Oui, non, c'est des gens qui aiment bien faire se remarquer. Donc Gamal, toi tu seras dimanche, toi, à 14h à Place de la République. Totalement, absolument. Voilà, pour dire non au 5e mandat. Et Yasser Louati à Marseille. Donc vous êtes bien occupés les gars, bravo. Ce week-end, et vous avez de quoi faire. Donc amis Marseillais, je pense qu'il y a une manif aussi, je vous donnerai le lieu et l'endroit, l'heure demain, pour savoir les Marseillais et Marseillais où aller manifester pour justement en Algérie et pour dire non au 5e mandat. Et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos sur le site www.francepagreb2.fr. Franchement, elles sont hilarantes. De milliers d'Algériens qui ont pris d'assaut le standard de l'hôpital de Genève. Merci à tous les deux. Merci. À très vite. Demain, Farid Tensamani et Abdeslam Namitash. Le retour, il est pour l'heure 18h sur France Maghreb 2. Et c'est le rappel de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir. Une décision historique secoue l'Église de France. Le plus haut dignitaire de l'Église en France, le prélat des Gaules, le cardinal Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle. L'archevêque de Lyon a préféré prévenir Rome plutôt que la justice, estime le tribunal, qui affirme que le cardinal Barbarin, en poste depuis 17 ans à Lyon, ne pouvait ignorer les agressions sur des jeunes scouts perpétrées dans son diocèse. Ses avocats ont décidé de faire appel. On ne tenait plus debout, on était touché de partout, il y avait beaucoup de sang. L'un des 2 surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe, attaqué mardi par un détenu radicalisé, a raconté la violence et la rapidité de son agression. Ses collègues, les surveillants de la prison, maintiennent la pression. 2 jours après cette agression, l'établissement est toujours bloqué. Ils réclament plus de moyens pour assurer leur sécurité. Drapeau en berne et minutes de silence au Portugal pendant le Conseil des ministres. Le Portugal observe aujourd'hui une journée de deuil national en hommage aux femmes victimes de violences conjugales. La violence doit prendre fin et cela représente un défi collectif. Évoquer les victimes, c'est commencer à agir, a écrit le Premier ministre Antonio Costa sur son compte Twitter. La grève du zèle des douaniers français se poursuit. 4e jour de mobilisation. Les contrôles de sécurité prennent plus de temps au niveau du port de Calais, de Dunkerque ou également pour l'Eurostar, car les douaniers français protestent et réclament des moyens supplémentaires en vue du Brexit. Emmanuel Macron veut aller plus fort et plus vite dans la transition écologique. Le président a échangé cet après-midi avec 400 personnes dans les Alpes de Haute-Provence dans le cadre du grand débat national. Un thème jusqu'à présent peu abordé, l'écologie, mais qui est considéré comme une priorité par les jeunes. Je comprends l'impatience de la jeunesse, a déclaré le chef de l'État en répondant à des collégiens. Bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique.
Divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.